le sujet de l'hypotonie chez le nouveau-né nourrissant, c'est un sujet qui était, professeur Morté qui était censé le faire, mais malheureusement, comme a dit notre collègue Dr Benani, il s'excuse de ne pas être parmi vous, et parce qu'il a fait une réunion urgente au ministère. Il m'a chargé de le présenter. J'espère que je réussirai la tâche. Alors, on va démarrer directement par des cas cliniques. Le premier cas, c'est un nourrisson, je ne sais pas par rapport au tableau, à chaque fois ça. Donc, c'est un nourrisson de 9 mois, unique. La maman est célibataire, il n'y a pas d'antécédent pathologique notable. Il est admis dans un état d'hypotonie avec une somnolence. L'examen clinique à l'admission, il était, c'est-à-dire les paramètres vitaux, ils étaient normaux. On a trouvé du méléna, il avait du méléna dans les couches. Et sur le plan neurologique, c'était un nourrisson qui était somnolent, qui était hypotonique. Il n'y avait pas de raideur ménagée, la fontane antérieure était normotendue et il n'y avait pas de signe de focalisation, pas de déficit moteur. Qu'est-ce que vous allez demander et quel bilan et quel diagnostic vous évoquez? Invagination, oui, la forme neurologique de l'invagination intestinale, oui, c'est possible, surtout que vous avez un méléna. Donc, vous allez demander une échographie abdominale, il était normal, d'accord. Quel autre diagnostic? C'est une situation urgente, un trouble de conscience dans un contexte d'apérexie chez un nourrisson avec hypotonie. Recherche de toxiques, oui, c'est très possible. L'hématome sous-dural, oui, c'est exactement le même, c'est-à-dire c'est les mêmes rubriques qu'on a creusées aussi. Donc on avait pensé à une hypoglycémie. Il faut pas oublier quand même l'hypoglycémie, c'est parmi les choses qu'il faut évoquer en tout premier parce qu'on peut faire un dextro tout de suite. Et infectieuse, bon, mais lui, il n'avait pas vraiment de syndrome infectieux, en tout cas clinique, tout en sachant chez un nouveau-né ou un petit nourrisson, la fièvre peut manquer parfois. Un contexte traumatique, comme a dit Oussed Babakhoya, ça peut être un hématome sous-dural, extradural ou une maltraitance. Et ça peut être une toxique, l'intoxication au CO. On a eu des cas, les parents ils sont sains, mais l'enfant, c'est le petit nourrisson qui a fait l'intoxication. Ça peut être les causes neurologiques, un état de mal post-critique, une tumeur, une hémorragie ou autre. Donc justement, la première des choses qu'on a mis aux urgences, de faire un dextro. Et justement, il y avait une hypoglycémie à 0,4. On a complété une biologie de routine, NFS, CRP et bilan radiologique, un scanner, parce qu'on pensait aussi à un hématome sous-dural. Alors, le bilan qui était réalisé en premier, il avait montré justement des transaminases qui sont élevées, avec un TP qui est bas, avec une hypoglycémie qu'on a trouvée tout à l'heure, donc c'est une insuffisance hépatocellulaire. On avait quand même fait des sérologies d'hépatite, donc on a un contexte un petit peu particulier d'une maman célibataire, sans stigmatisation, mais bon, donc on a demandé les sérologies qui étaient négatives. L'écho abdominal, tout à l'heure notre collègue, il a parlé de l'invagination intestinale, était normale, et le scanner cérébral était normal. Insuffisance hépatocellulaire, hypotonie, trouble de conscience. Plutôt une. Intoxication, c'était la cocaïne, c'était pas l'eshva. Finalement, on avait fait un screening toxicologique et on a trouvé que c'était des amphétamines. Donc l'enfant, la recherche toxicologique sanguine, il a trouvé du cocaïne avec le méthamphétamine. Et dans les toxicologies urinaires. Donc, dans le cadre de bilan d'intoxication, donc on avait complété par des troponines et le reste qui était tout à fait normal. Donc l'enfant par la suite a bien évolué, donc et il est sorti. Donc c'était un contexte particulier, c'était la maman qui part travailler, qui le garde chez une voisine ou chez une amie, et pour ne pas la déranger, il lui donne un petit peu de la cocaïne. Donc voilà, méfiance aux intoxications, même chez les tout petits. On va vers le deuxième cas. J'aurais pas dû commencer par ce cas parce que je sais que ça va susciter. Donc le deuxième cas, Salah, c'est un petit garçon de 5 mois. Les parents, ils sont consanguins. Donc déjà, c'est-à-dire en tant que neuropédiatre, pédiatre, quand vous voyez la consanguinité, ça doit toujours tiquer. Il peut y avoir derrière une pathologie héréditaire, génétique ou métabolique. Donc Salah, il a été déjà hospitalisé à 2 reprises pour une détresse respiratoire. Donc à chaque fois, il est hospitalisé pendant 2, 3 jours, 4 jours au service de pédiatrie et il sort après la gestion de sa pneumopathie. Par contre, quand on tique un petit peu, quand on examine l'enfant à sa 3e hospitalisation,
hospitalisation, on trouve que c'est un enfant qui a un retard des acquisitions motrices dans leur développement, avec une faiblesse musculaire dès la naissance. Alors, quand on l'examine, on fait un examen neurologique, ce qui est très intéressant. Malheureusement, les enfants qui sont hospitalisés pour une bronchoalvéolite, pour une détresse respiratoire, on ne fait pas attention à l'examen neurologique, alors que ça peut être le mode de révélation de certaines pathologies neurologiques, la détresse respiratoire. Et par exemple, cette année, on a recruté beaucoup d'amyotrophie spinale, rien qu'ils sont venus, pas pour l'hypotonie, mais ils sont venus pour une détresse respiratoire, pour une pneumopathie. C'est pas une amyotrophie spinale, by the way. Alors, l'examen, l'enfant, il présente une hypotonie axiale et périphérique. Les réflexes, ils sont abolis. Il garde un bon contact visuel. Et quand on palpe, il a une hépatomégalie à un travers de doigt. Est-ce que c'est une ptose hépatique à cause de la détresse respiratoire? Est-ce que c'est une hépatomégalie d'origine cardiaque ou autre? En tout cas, qu'est-ce que vous évoquez? Qu'est-ce que vous pensez? Exactement, exactement. Donc, on fait la radiographie thoracique parce que c'est un malade qui est en détresse respiratoire et on voit justement cette énorme cardiomégalie. Et quand on complète par une écho-cœur, on voit cette cardiopathie hypertrophique. Il est cardiopédiatre, donc s'il ne connaît pas la maladie de pompe, il sera viré. Donc, voilà, l'hypertrophie du myocarde et un bilan simple, très pratique, qui peut orienter donc CPK qui sont élevés, 4 fois la normale, et les transaminases qui sont à 3 fois la normale. Donc, directement après ce bilan initial, on a fait l'étude enzymatique qui avait montré un déficit de l'activité alpha-1 glucosidase et l'étude génétique qui a montré la mutation en faveur de la maladie de Pompe. Et c'est un enfant qu'on a mis sous myosime par la suite. Il a été hospitalisé 2 fois. J'étais pas là, je ne saurais pas dire. Est-ce qu'ils ont fait attention? Est-ce que la cardiopathie, elle était là? Est-ce que c'était juste une nébulisation? Je ne saurais pas vous dire. Exactement, exactement. Donc, peut-être la petite chose qui fait la part. Exactement. Surtout que c'est les réflexes qui sont abolis. Exactement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. On va voir par la suite un signe qui va vous faire la différence entre la maladie de Pompe et la myotrophie spinale hors l'hépatomégalie. On va voir un signe qui est très pathognomonique. Je vais vous le montrer. Donc, le 3e cas, c'est un nouveau-né de 11 jours, grossesse suivie, menée à terme, bonne adaptation à la vie extra-utérine, admis pour hypotonie avec refus de tétée. Donc, bien sûr, comme on traite l'hypotonie, tous les motifs, c'était pour une hypotonie. L'anamnèse, elle était négative. Le début de la symptomatologie remonte, reste à 11 jours de vie par l'installation d'une hypotonie avec un refus de tétée. Il n'y avait pas de fièvre, pas de signe digestif. Les réflexes archaïques étaient absents, la frontale est normotendue, hypotonique, apéritique. Et là, on fait le diagnostic par où? C'est par l'examen des organes génitaux. Donc, quand on examine les organes génitaux externes, on trouve qu'il a justement une hypertrophie clitoroïdienne du clitoris qui est marquée. Donc, le reste de l'examen était sans particularité. Donc, probablement, c'est une insuffisance surrénalienne. Qu'est-ce qu'il faut faire comme bilan dans ce cas? Avant, ionogramme. Donc, ionogramme, enfin, la glycémie, avant tout, c'est la glycémie. Donc, devant ce tableau, bien sûr, ça peut être une hypoglycémie, insuffisance surrénalienne, une septicémie ou d'autres maladies. Et ce qu'il faut faire, c'est bien sûr une glycémie, un ionogramme complet. Et là, l'ionogramme, il avait montré une hyponatrémie avec une hyperkaliémie, la glycémie qui était dans les limites. Donc, ce qui nous a encore confirmé l'insuffisance surrénalienne aiguë. Donc, l'enfant a été mis, parce que c'était ça l'urgence, c'est de le démarrer la corticothérapie, l'hémicycline d'hydrocortisone et la correction des troubles hydroélectrolytiques. Et justement, quand on demande la 17-alpha-hydroxyprogestérone, il avait des chiffres très, très élevés à 15 000. Et quand on complète le bilan endocrinien, le karyotype, l'échographie et tout ça, et bien sûr, c'était un karyotype féminin. Et après 8 mois, voilà, on voit l'évolution des choses. Donc, le 4e cas, là aussi, c'est un petit nouveau-né de 11 jours qui était hospitalisé pour une hypotonie. Et là, le signe accompagnateur, c'est les œdèmes des membres inférieurs. Les antécédents, un nouveau-né prématurité modérée, 35 semaines, pas de consanguinité, œdème des membres inférieurs, hypotonie. L'examen neurologique, à part l'hypotonie, le reste est normal. Vous avez une idée?
11 jours, hypotonie avec des œdèmes des membres inférieurs. Hypothyroïdie, exactement, l'hypothyroïdie. Alors, des œdèmes, je dirais. C'est pas des sclérèmes, parce que le bilan infectieux, c'était négatif quand même. Et l'état général, il était pas en septicémie. Donc voilà, on complète le bilan. Et là, il y avait une TSH. Il y avait une TSH qui était très, très élevée. Et l'enfant a été mis sous lévothyrox. Le 5e cas. Docteur Chemla, le 5e cas, ça vous intéresse. Fille de 5 mois, consanguinité 1er degré, bonne adaptation à la vie extra-utérine, admise pour hypotonie. Hypotonie depuis la naissance. Donc, c'est presque le même tableau de tout à l'heure de la maladie de Pompe, sauf qu'on n'a pas l'hépatomégalie. Donc, on voit l'hypotonie de la petite, Razan. On voit qu'il est mignonne, qu'il a un bon regard, qu'il a un très bon contact. Donc ça va vous permettre de faire la part entre une hypotonie centrale et une hypotonie périphérique. C'est très important de faire la part entre ces deux parce que ça va permettre pour les investigations secondaires. La majorité des malades qui sont pour des diagnostics périphériques, je vois qu'ils ont déjà bénéficié d'une IRM cérébrale et d'une sédation comme c'est des tout petits enfants, ce qui est un peu abusif. Donc, alors que cliniquement, on peut faire la part en hypotonie périphérique et hypotonie centrale. Alors, l'examen de la langue, c'est ça qui va vous faire la différence à Sichmelad. C'est ce qu'on appelle des fasciculations linguales. Donc, ouvrez toujours la bouche, examinez. Quand vous trouvez, c'est ce qu'on appelle, c'est comme c'est des tremblements de la langue, c'est ce qu'on appelle les fasciculations linguales. Et c'est un signe qui est très pathognomonique de la myotrophie spinale, justement. Donc, finalement, la myotrophie spinale, le diagnostic, là aussi, il est clinique. Et là, on ne va pas s'amuser à demander des examens complémentaires. Directement, on demande le gène SMN, l'étude de gène SMN. Le mieux, c'est de faire le MLPA. Comme ça, on a le nombre de copies de SMN2 qui a une valeur pronostique aussi. Et là, c'était justement une mutation du gène SMN. Donc, c'était une amyotrophie spinale. Donc, les messages importants à retenir, c'est que les hypotonies, c'est des étiologies multiples, comme vous voyez, des étiologies centrales, périphériques. Il faut voir l'interrogatoire et l'examen clinique et le contexte. Hein. Parfois, le contexte, c'est-à-dire une enfant qui est gardée par une, je ne sais pas qui, une voisine, pas dans un contexte très régulier ou très harmonisé. On va, rien que ce contexte-là, pas nous orienter vers une intoxication, vers un hématome sous-dural, vers une maltraitance. Donc, il faut faire attention au contexte, à l'examen clinique et à l'interrogatoire. C'est-à-dire les hypotonies qui s'installent après un intervalle libre, et vous pensez aussi aux maladies métaboliques. Et bien sûr, si on a des hypotonies avec des convulsions, nous allons plutôt penser à des origines centrales. Et bien sûr, c'est-à-dire devant toute hypotonie, quand vous recevez un enfant en urgence, le premier réflexe, c'est de faire un dextro, une cause toxique, toujours éliminer les causes transitoires d'hypotonie qu'on peut rapidement régler avant de penser aux étiologies permanentes ou c'est-à-dire persistantes. Alors, quelle approche diagnostique pour une hypotonie chez le nouveau-né et chez le nourrisson? Alors, l'hypotonie, je pense que vous le connaissez, c'est une diminution des résistances au mouvement passif. Donc, c'est un motif qui est fréquent de consultation en pédiatrie et surtout chez les tout petits, que ce soit en néonat, que ce soit chez les petits nourrissons. Comme on vient de dire, c'est un symptôme qui s'intègre dans différentes affections différentes. Ça peut être un signe d'une atteinte du système nerveux central, comme ça peut toucher le système nerveux périphérique. L'hypotonie chez le nouveau-né et le nourrisson, il faut faire d'abord, donc il y a des étapes à respecter. D'abord, c'est le diagnostic positif. Je dois quand même examiner l'enfant. Donc, comme je vous ai dit, par exemple, les amyotrophies spinales, on les reçoit plusieurs fois dans l'année, la première, la deuxième, troisième fois, mais personne ne les examine sur le plan neurologique. Il est hospitalisé pour une pneumopathie, on l'hospitalise, on la traite, mais on ne fait pas un examen neurologique. Donc, quand on voit le développement psychomoteur, si c'est un enfant qui n'a pas tenu assis à temps, qui n'a pas tenu la tête à temps, ça permet de détecter ces malades-là dans des situations précoces. Et je vous rappelle qu'actuellement, la myotrophie spinale, c'est une maladie qui est traitable, c'est-à-dire si on fait le diagnostic le plus tôt. Alors, donc bien sûr, après avoir fait le diagnostic différentiel, connaître et chiffrer l'importance de cette hypotonie et bien sûr rechercher la cause. Est-ce que c'est une cause périphérique et centrale? Nous avons vu comment faire la part entre les deux. Le contexte clinique et anamnestique.
Et en fonction de ça, on va demander les examens complémentaires. Si on suspecte plutôt une cause centrale, c'est plutôt le scanner, l'IRM et l'imagerie. Si c'est plutôt une cause périphérique, ça peut être les CPK, c'est peut-être l'étude génétique ciblée. Donc, les éléments de l'interrogatoire, bien sûr, à relever la consanguinité. La consanguinité, on rappelle que notre pays, c'est un pays à très haute consanguinité. Et c'est souvent, tout à l'heure, dans une communication à côté, dans les maladies lysosomales, il y avait 60% de consanguinité. Donc, vous voyez à quel point la consanguinité joue un rôle dans ces maladies génétiques et métaboliques. Bien sûr, l'arbre généalogique, les maladies neuromusculaires dans la famille. Par exemple, la malade de Pompe qu'on a vu tout à l'heure, il avait 2 ou 3 fratries qui étaient suivies pour une cardiopathie chez un cardiologue adulte et qui sont morts à un âge précoce. Donc, on fait le diagnostic qu'au 3e enfant. On fait le diagnostic d'une maladie de Pompe, alors qu'on aurait pu faire le diagnostic à la première fois. Donc, c'est un message aussi pour les cardio-adultes. Quand ils tombent sur l'échographie sur une cardiopathie hypertrophique, ils doivent l'adresser à le pédiatre justement pour faire cet examen neurologique, constater cette hypotonie et l'adresser justement pour faire une étude génétique ou enzymatique dans ce sens. Donc, voilà, l'examen de la fratrie aussi, le déroulement de la grossesse, les sérologies et tout ça, c'est surtout dans le contexte d'hypotonie suite à une infection materno-fétale ou à une méningite, les accouchements. La majorité, dans nos séries, la majorité des hypotonies, bien sûr, malheureusement, ils sont dus à des asphyxies néonatales. Donc, c'est central. On galère toujours avec les asphyxies néonatales, vu le manque de suivi de grossesse et tout le reste. Je reviens aussi aux communications de tout à l'heure. Dans une communication, il n'y avait que 10% de grossesse qui étaient suivies, ce qui fait quand même très, très malheureux. Alors voilà, l'examen physique, donc pour les signes de foulard et tout ça que vous connaissez, et je vous rajoute le signe de fasciculation linguale, qui est un signe facile, il suffit de le voir une seule fois, pour par la suite, ça va vous rendre énormément service dans votre stratégie diagnostique. Alors, je pense que je vais finir. Donc voilà. Les étapes de développement. Donc, voilà, l'hypotonie, origine centrale au périphérique. Donc, les différentes étiologies périphériques, ça peut être une maladie musculaire, les myopathies congénitales, ça peut être la myotrophie spinale, ça peut être la plaque motrice, les myasthénies notamment auto-immunes. Les atteintes centrales, c'est 60 à 80%, alors que les atteintes périphériques qui sont les moins fréquentes. Donc, vous avez le contexte si vous avez une dysmorphie ou autre. Et je vais conclure par cet arbre décisionnel du pas à pas. Donc, une hypotonie néonatale, comme on a dit, il faut toujours éliminer ce qui est transitoire, c'est-à-dire une infection, une intoxication, une hypoglycémie. Par la suite, en fonction de notre examen clinique, on va différencier entre une origine centrale et une origine périphérique. Centrale, si vous avez une dysmorphie, vous pouvez passer un cariotype directement. Si c'est isolé, ça peut être un Prader-Willi, comme ça peut être une maladie métabolique. Les anomalies cérébrales, vous faites une imagerie, ça peut être classique, hémimégalencephalie, lysencéphalie et les autres. Ça peut être une maladie cérébrale constitutionnelle ou génétique. Et les maladies périphériques, le Steinert, les myopathies congénitales, on va faire une biopsie musculaire. Les amyotrophies spinales, directement on fait l'étude du gène SMN1, on perd pas le temps pour faire des IRM et autres. Et bien sûr, si on suspecte une myasthénie, on fait les anticorps et les gènes SMC. Donc, en conclusion, l'hypotonie est un signe d'alerte de plusieurs étiologies multiples. Donc, il faut connaître et chiffrer son importance. Il faut la détecter d'abord. C'est un message clé. Et par la suite, dire est-ce que c'est périphérique, est-ce que c'est central. Et en fonction de ça, on demande les examens complémentaires. Et bien sûr, à part le traitement étiologique, si c'est une amyotrophie spinale, c'est peut-être la thérapie génique ou les autres thérapies. Si c'est une asphyxie néonatale, par exemple, il faut quand même accompagner les parents, prescrire une psychomotricité, une kinémotrice, une orthophonie, en fonction une réadaptation physique au sens général. Et bien sûr, le pronostic dépend de l'étiologie. Et je vous remercie.